Il pointait un coin de la pièce et élevait la voix comme s'il était réellement confronté à quelqu'un. Ma mère travaillait autrefois dans le milieu de la santé et certaines des histoires qu'elle me racontait étaient vraiment inquiétantes. L'une d'elles m'a particulièrement marqué. Ce jour-là, elle travaillait en soins palliatifs. Le service était débordé car de nombreux patients arrivaient tandis que d'autres mouraient presque sans interruption. L'atmosphère était lourde et tout le personnel était épuisé. En traversant le couloir, ma mère entendit des sanglots venant d'une chambre. Une femme pleurait de manière incontrôlable. Elle décida d'entrer pour voir ce qui n'allait pas. Ma mère lui demanda doucement ce qui se passait. La femme leva les yeux, visiblement terrifiée, et répondit qu'elle ne voulait pas être la troisième. Ma mère, surprise, lui demanda ce qu'elle voulait dire par là. La femme expliqua alors qu'une autre femme, assise dans le coin de la chambre, ne cessait de lui répéter qu'elle serait la troisième personne à mourir ce jour-là. Elle disait que cette femme la regardait et lui parlait depuis plusieurs heures. Ma mère se retourna immédiatement pour regarder le coin de la pièce, mais il n'y avait absolument personne. La chambre était vide, silencieuse, et aucune autre patiente n'était enregistrée dans cette pièce. Pensant que la femme était confuse ou en détresse psychologique, ma mère tenta de la rassurer. Elle resta un moment avec elle, lui tenant la main, lui parlant calmement et lui expliquant qu'elle était en sécurité. La femme semblait se calmer peu à peu, même si elle jetait encore parfois des regards effrayés vers le coin de la chambre. Après avoir appelé une collègue pour signaler l'état émotionnel de la patiente, ma mère dut finalement quitter la pièce pour s'occuper d'autres urgences. Plus tard dans la journée, alors que le rythme ne ralentissait pas, une infirmière vint prévenir ma mère que la femme de cette chambre venait de décéder. En vérifiant les dossiers, elles réalisèrent quelque chose de troublant. Cette patiente était effectivement la troisième personne à mourir dans cette même chambre ce jour-là. Aucune explication rationnelle ne put être donnée sur la femme que la patiente disait voir. Il y en a plusieurs, et je travaillais de nuit dans un établissement de vie assistée avec une unité de soins pour les troubles de la mémoire attenante. Il y a l'homme au chapeau et les enfants. Beaucoup de personnes atteintes de démence voient cet homme. Il est grand, se tient dans un coin et porte un chapeau. Je lui dis de partir et les résidents se sentent plus à l'aise. C'est pareil avec les enfants. Ils disent que les enfants font trop de bruit et qu'ils doivent partir, alors je dis aux enfants de partir. Mais ça, c'est une journée normale. Une nuit, j'étais très occupé et je me dépêchais partout. Je passe rapidement devant une chambre et je vois quelqu'un debout dans l'embrasure de la porte, tenant la porte ouverte et me regardant. Je n'y pense pas et je continue, puis je m'arrête net en réalisant ce que je viens de voir. Les personnes dans cette chambre ne peuvent pas se tenir debout. Je me retourne et je vois la porte se refermer lentement. Je me précipite dans la chambre et je vois les deux résidents dans leur lit, en train de dormir. J'appelle mon équipe à la radio et nous vérifions les chambres, mais personne n'était réveillé. Ça m'a vraiment terrifié. Il y a eu une autre nuit, très tôt après mon arrivée dans ce travail. Une personne se trouvait toujours dans l'unité de soins mémoire. Pendant que je faisais la lessive, j'ai ressenti un froid intense, comme si quelqu'un m'avait fait tomber un glaçon dans le dos. Soudain, une pensée m'a traversé l'esprit. John Doe vient de tomber. J'ai appelé mon équipe à la radio en disant simplement de vérifier John Doe. Sans explication. Et pourtant, il venait effectivement de tomber et s'était blessé. Je me suis dit que j'avais peut-être simplement une très bonne ouïe, mais c'était vraiment étrange. Quand j'ai quitté ce travail pour aller dans le domaine de la santé mentale, on m'a dit que le bâtiment était hanté. Peu importe, non. Pendant le travail, on entendait parfois quelque chose dans le placard à nourriture la nuit. Lui demander d'arrêter fonctionnait. Une nuit, un luminaire s'est écrasé dans la buanderie et personne ne l'a entendu. Mais ce n'est pas là que ça devient vraiment effrayant. Je suis assise à mon bureau, il est environ 17 heures. En plein jour. J'entends mon prénom et je réponds, mais il n'y a personne. Je préviens mes patients que jouer avec moi est une mauvaise idée,
parce que si je deviens folle, personne ne leur fera de gâteau. Il nie. Plus tard, ça se reproduit, mais cette fois le son vient de l'autre côté de moi. Je commence à paniquer un peu, mais j'essaie de rationaliser. Une collègue me rejoint dans le bureau et ça arrive encore. Un paquet de crayons de couleur vole littéralement de l'étagère droit sur moi. Il passe en sifflant près de ma tête et tombe au sol. Je croise le regard de ma collègue et je me lève pour aller marcher un peu. J'ai aussi appris plus tard qu'une autre collègue était assise au même endroit et qu'une perforatrice lui était tombée sur la main. J'étais infirmière auxiliaire diplômée dans une unité spécialisée pour patients atteints de troubles de la mémoire, ainsi que dans une maison de retraite. J'ai tenu la main de nombreux patients mourants pendant leurs derniers instants. La mort faisait partie de mon quotidien et pourtant, certaines expériences restent gravées en moi. Dès mon premier jour en tant qu'infirmière, j'ai été confrontée à quelque chose de profondément troublant. On m'a demandé de rester au chevet d'une femme âgée qui devait probablement mourir dans les 1 ou 2 jours suivants. Elle ne pouvait soudainement plus parler. Aucun mot ne sortait, mais son regard exprimait une peur intense. Elle n'arrêtait pas de pointer quelque chose devant elle, les yeux écarquillés, et tentait sans cesse de se lever comme si elle voulait fuir. À chaque fois que je la recouchais, elle se débattait, paniquait, comme si quelque chose de terrible se trouvait dans la pièce avec nous. Il n'y avait pourtant rien de visible. La chambre était calme, silencieuse, mais son effroi était réel et impossible à apaiser. Au fil des années, j'ai vu des choses qui se répétaient trop souvent pour être ignorées. J'ai vu des patients lever les yeux vers le plafond, leur visage s'illuminer soudainement, leurs yeux s'agrandir et un sourire paisible apparaître juste avant leur dernier souffle. D'autres faisaient exactement l'inverse. Leurs yeux s'écarquillaient, leur visage se figeait dans la terreur, comme s'ils voyaient quelque chose de profondément effrayant à la toute dernière seconde. Ces contrastes m'ont toujours marqué, car ils semblaient se produire sans lien avec la douleur ou l'état médical. Lorsque ma propre mère était en train de mourir, j'ai vécu une scène qui m'a bouleversé encore davantage. Elle a regardé au-delà de moi, vers le mur, et s'est mise à sourire. D'une voix calme, presque amusée, elle a dit qu'il y avait un monstre là-bas. Elle m'a demandé si je le voyais, en précisant qu'il rampait sur la télévision. Puis elle a souri de nouveau, comme si cette vision ne l'effrayait pas du tout. À ce moment précis, je n'ai pas su si je devais avoir peur ou me rassurer, car son expression était étrangement sereine. Mais l'expérience la plus marquante de ma vie reste celle que j'ai vécue à 23 ans. J'ai fait une hémorragie interne qui m'a conduite à un arrêt cardiaque pendant plusieurs minutes. J'étais athée à l'époque et clairement sur une mauvaise voie. Je me souviens de tout avec une précision glaçante. Ce que j'ai vécu n'avait rien de paisible. J'étais entièrement recouverte de noir, d'un noir plus profond que tout ce que j'avais jamais vu. Ce n'était pas de l'obscurité ordinaire. C'était comme une encre hérissée de pointes, épaisse, vivante, qui m'enveloppait. J'avais l'impression d'être coincé dans une matière semblable à de la gélatine, incapable de bouger librement. Je flottais dans le vide, sans repère, sans sol, sans ciel. Autour de moi, des créatures poussaient des hurlements atroces. Elles m'attrapaient par les pieds et tiraient violemment, comme si elles cherchaient à m'arracher de moi-même. La douleur était intense. Je sentais leurs griffes me lacérer, comme des entailles de lames de rasoir. C'était comme si elles tentaient de me détacher de mon corps, de m'arracher à ce que j'étais. À un moment, une pensée claire et puissante m'a traversé. J'ai refusé. J'ai dit non, avec toute la force qu'il me restait. J'ai affirmé que je ne partirais pas. À cet instant précis, tout s'est arrêté. Je me suis réveillé brutalement, entouré de médecins et d'infirmières. Ils me regardaient avec soulagement et souriaient. Les machines bipaient autour de moi et la lumière blanche de la salle m'a presque aveuglé. J'étais vivante. Cette expérience m'a changé à l'intérieur de façon irréversible. Elle a bouleversé mes certitudes, ma vision du monde et de la mort. J'ai passé plusieurs années à travailler dans un vieux manoir de la fin de l'époque géorgienne situé à la campagne. Il est malheureusement fermé maintenant, mais quand j'y travaillais,
c'était le foyer de nombreuses personnes adorables atteintes de paralysie cérébrale. La partie principale et ancienne de la maison comptait 3 niveaux. Le niveau inférieur comprenait les salles à manger, la buanderie, les bureaux et les activités. Le niveau intermédiaire était composé des chambres. Il y avait aussi un petit escalier menant à un 3e étage où se trouvaient quelques pièces servant au stockage des archives ainsi qu'un WC. Nous avions une résidente qui occupait la plus grande chambre du 2e étage, et cette pièce était vraiment terrifiante. Les sonnettes d'appel s'y déclenchaient souvent sans raison. Elle développait ce que j'appellerais des troubles mentaux, et personne ne parvenait à comprendre ce qui n'allait pas. Elle se mettait à hurler constamment, peu importe l'endroit où elle se trouvait, et elle ne s'arrêtait pas quand on lui demandait, sauf si elle vous voyait. Si on lui demandait de l'autre côté de la pièce d'arrêter, elle ignorait la demande. En revanche, si on se plaçait devant elle, dans son champ de vision, elle s'arrêtait pendant une demi-heure environ. Un soir, j'étais en train d'écrire les notes quotidiennes dans les dossiers de soins dans la salle à manger au rez-de-chaussée, et je l'entendais hurler. Je me suis dit que j'allais finir mes notes puis monter. C'est alors qu'une voix masculine très en colère a soudain crié « Arrête maintenant !» Et elle s'est arrêtée. C'était étrange, car cette voix sonnait faux, comme désincarnée. Je ne peux pas vraiment l'expliquer, je l'ai simplement ressenti. Le problème, c'est que j'étais le seul membre du personnel masculin sur toute la propriété ce soir-là. Aucun des autres résidents de cet étage ne pouvait parler, je ne reconnaissais pas la voix, et surtout, le fait qu'elle se soit arrêtée signifiait que ce qui avait crié se trouvait dans sa chambre et qu'elle pouvait le voir. Tous les autres résidents étaient en fauteuil roulant et devaient être aidés pour se coucher avec des lève-personnes, avec des barrières de lit. C'était donc quelqu'un ou quelque chose d'autre. J'ai pris 2 collègues et nous sommes allés la voir, mais il n'y avait absolument rien. Quelques mois plus tard, elle a changé de chambre et elle a complètement cessé de hurler. Quelques années auparavant, nous avions une autre résidente dont la chambre donnait sur le palier et se trouvait juste en dessous de la pièce de stockage. Elle sonnait souvent pour nous demander de dire aux gens à l'étage d'arrêter de courir la nuit, alors qu'il n'y avait bien sûr personne là-haut. Une autre fois, quelqu'un d'un autre établissement de la même organisation est venu en visite et n'était jamais venu dans cette maison auparavant. Il faisait le tour des lieux et a utilisé les toilettes du 3e étage. En redescendant, il a dit à notre responsable qu'il trouvait charmant que nous autorisions les enfants à venir. La responsable lui a expliqué que ce n'était pas le cas, puisque nous accueillions des adultes vulnérables. L'homme est devenu livide, car il avait entendu des enfants jouer juste devant la porte des toilettes. Au cas où quelqu'un penserait à un intrus, toutes les portes extérieures étaient équipées d'alarmes, et une partie de la routine du soir consistait à effectuer des vérifications de sécurité de toutes les pièces, des étages et des fenêtres, avec une signature obligatoire pour confirmer que tout avait été contrôlé. Je ne travaille pas dans le milieu médical, mais une nuit, j'ai dû passer un examen du sommeil dans un vieil hôpital. Le bâtiment avait clairement vécu. Les couloirs étaient longs, silencieux, et l'éclairage donnait une impression étrange, presque figée dans le temps. On m'a expliqué que je serais le seul patient de tout le service cette nuit-là. La seule autre personne présente était une femme installée dans une salle de contrôle. Elle pouvait me voir grâce aux caméras et surveiller les capteurs reliés à mon corps. C'est elle aussi qui est venue m'installer tout l'équipement avant que je me couche. Une fois seul dans la chambre, je m'attendais à mal dormir à cause des fils, des machines et de l'endroit inhabituel. Pourtant, contre toute attente, j'ai eu l'un des meilleurs sommeils de ma vie. Je me suis endormi rapidement, profondément, avec une sensation de calme étrange, comme si l'endroit était rassurant malgré son apparence ancienne. Au milieu de la nuit, je me souviens m'être réveillé brièvement. La porte de la chambre s'est ouverte doucement et une infirmière est entrée. Elle parlait à voix basse, avec une grande gentillesse. Elle m'a demandé si tout allait bien, a vérifié rapidement les appareils, puis m'a souri avant de repartir. Sa présence était apaisante et je me suis rendormi presque immédiatement, sans aucune inquiétude. Le lendemain matin, le médecin responsable de l'étude est venu me voir pour discuter de la nuit et répondre à mes questions avant mon départ. Je lui ai dit que tout s'était très bien passé,
que j'avais dormi incroyablement bien et que l'infirmière qui était venue me voir pendant la nuit avait été vraiment agréable. À ce moment précis, son visage a changé. Il m'a regardé fixement, comme s'il venait d'entendre quelque chose d'impossible. Il m'a alors expliqué que le service était complètement fermé pendant la nuit. Personne n'était autorisé à circuler dans le couloir. La seule employée présente était la femme de la salle de contrôle, et elle n'était jamais sortie de cette pièce. Il m'a assuré que personne d'autre n'était entré dans ma chambre, et que la description que je faisais ne correspondait pas du tout à elle. Un silence lourd s'est installé. J'ai senti un frisson me parcourir en repensant à cette visite nocturne. Pourtant, ce qui me trouble encore aujourd'hui, c'est que je ne me suis jamais senti en danger. Au contraire, cette présence m'a apporté un sentiment de paix et de sécurité. Je suis reparti de l'hôpital avec mes résultats, mais aussi avec une question qui ne m'a jamais quitté. Si ce n'était pas une infirmière réelle, alors qui est vraiment venue veiller sur moi cette nuit-là? Je travaillais de nuit dans une résidence médicalisée spécialisée dans les troubles de la mémoire. De petites choses arrivaient souvent, comme des sonnettes d'appel qui se déclenchaient dans des chambres vides, des objets déplacés ou des appareils électroniques qui s'allumaient et s'éteignaient tout seuls. Il y avait une chambre en particulier qui me mettait vraiment mal à l'aise. J'avais toujours l'impression d'être observé. Le résident de cette chambre était à un stade très avancé de la démence, au point de ne plus savoir où il se trouvait ni ce qui se passait autour de lui. J'avais 2 collègues, appelons-les Lisa et Maddy. Lors d'un service, Lisa a décidé d'essayer de faire peur à Maddy en se cachant dans le placard de cette chambre. Elle s'est dissimulée et a appelé Maddy à la radio pour qu'elle entre. Maddy est venue, Lisa a jailli de sa cachette, mais elle ne lui a pas fait peur. Elles ont ri et ont commencé à se diriger vers la porte. À ce moment-là, le résident, qui était allongé dans son lit, s'est redressé, s'est tourné vers le placard et a dit « Ils sont partis, tu peux sortir maintenant ». Ce qui rend la chose encore plus inquiétante, c'est qu'il y avait un autre résident, lui aussi à un stade avancé de la démence mais encore capable de se déplacer. On le retrouvait parfois au milieu de la nuit, debout contre la porte du placard de cette même chambre. Or cette chambre se trouvait au bout du couloir, à l'opposé du bâtiment par rapport à la sienne. Une autre fois, j'étais assise dans la chambre d'un autre résident et il m'a demandé « Qui est assis à côté de toi ?» J'étais seul dans la pièce. Certes, ce résident voyait très mal, mais cela m'a quand même profondément mise mal à l'aise. Je suis infirmière en soins intensifs. Contrairement aux autres histoires, celle-ci n'était pas effrayante. Elles étaient même profondément humaines et réconfortantes. Les 2 se sont déroulées pendant la période du Covid, une époque lourde où la mort faisait presque partie de la routine. Le premier patient était un homme dont l'état se dégradait rapidement, comme c'était malheureusement le cas pour la majorité des patients Covid en réanimation. Sa respiration devenait de plus en plus difficile et l'équipe a décidé de poser un drain thoracique pour tenter de soulager ses poumons. Pendant le geste, son cœur s'est arrêté. Il a fait un arrêt cardiaque complet. Les alarmes se sont déclenchées, l'équipe a tenté de le réanimer, mais malgré les efforts, rien ne revenait. Finalement, la décision a été prise de le passer en DNR. L'heure du décès a été prononcée. Son moniteur affichait une ligne plate, une asystolie claire et stable. Il était mort. La chambre s'est vidée peu à peu. Le silence est retombé. Nous savions que sa famille était en route pour lui dire adieu. Puis, environ 4 minutes plus tard, quelque chose d'absolument incroyable s'est produit. Le moniteur s'est mis à biper de nouveau. Un rythme cardiaque organisé est apparu à l'écran. Pas un artefact. Pas un sursaut isolé. Un rythme réel, stable. Au même moment, sa famille courait dans le couloir pour arriver jusqu'à lui. Comme si son corps avait attendu leur présence. Il n'a jamais repris conscience, mais ses constantes étaient correctes. Son cœur battait, sa tension tenait. Sa famille a pu entrer, lui parler, lui dire tout ce qu'elle n'avait pas eu le temps de dire avant. Ils ont tenu sa main, pleuré, murmuré des adieux.
Après 2 minutes environ, son cœur s'est arrêté de nouveau. Cette fois, définitivement. Il n'est jamais revenu. Aucun de nous n'avait déjà vu quelque chose de semblable. Ce n'était pas un miracle médical, mais c'était comme un dernier cadeau. Un dernier moment offert à ceux qu'il aimait. La seconde expérience est plus intime encore. Il s'agissait d'un patient auquel j'étais très attaché. J'étais proche de lui et de sa famille. J'ai pris soin de lui pendant longtemps avant qu'il ne décède. Sa mort m'avait profondément touché. Quelques mois plus tard, je me trouvais dans sa chambre, désormais occupée par un autre patient. J'étais debout face au miroir de la pièce, concentré sur mon travail. Et dans le reflet, je l'ai vu. Lui. Assis dans le lit. Il portait son masque à oxygène, comme à l'époque. Mais cette fois, il n'était pas en détresse. Il n'était pas essoufflé. Il avait l'air calme. Paisible. Présent. Mon cœur s'est serré. Sans réfléchir, j'ai prononcé son nom à voix haute et je me suis retourné brusquement. Le lit était occupé par le nouveau patient. Mon ancien patient n'était plus là. Il n'y avait rien d'anormal dans la chambre. Tout semblait parfaitement ordinaire. Pourtant, ce que j'avais vu était réel pour moi. Je ne l'ai jamais ressenti comme quelque chose de menaçant. Au contraire. J'ai toujours pensé que c'était sa façon de dire au revoir. De me montrer qu'il allait bien. Que la souffrance était terminée. Je pense encore souvent à lui. Et j'espère sincèrement qu'il sait à quel point j'ai essayé. Pour lui. Pour sa famille. Jusqu'au bout. J'en ai plusieurs. J'ai eu beaucoup de rencontres différentes, mais celles-ci viennent de mon travail en soins infirmiers. Une autre infirmière et moi sommes rentrés dans la chambre d'un patient. J'étais presque certaine qu'il était soit en soins palliatifs, soit sur le point de mourir. Je présentais le patient à l'infirmière qui prenait la relève et j'exprimais mes inquiétudes. Nous avions laissé la lumière principale de la chambre éteinte, mais il y avait suffisamment de lumière pour bien voir le patient. Alors que nous étions au pied du lit en train de discuter de son état, la lumière principale de la chambre s'est allumée toute seule. J'ai immédiatement eu des frissons et j'ai dit à l'infirmière que pour moi c'était le signe de partir immédiatement. J'ai grandi dans un environnement très superstitieux et je savais qu'il ne fallait pas rester pour voir ce qui allait se passer. L'interrupteur se trouvait à environ 3 mètres de nous et à un peu plus d'1 mètre de la porte. En clair, il était impossible d'allumer la lumière sans être vu, et pourtant personne ne se trouvait près de la chambre à ce moment-là. Plus tard, en racontant ce qui s'était passé, quelqu'un est venu à mon poste et a plaisanté en disant qu'il avait entendu dire que la mort était venue rendre visite. Ce n'était pas drôle pour moi, mais apparemment pour les infirmiers de nuit, ce genre de choses arrive souvent. Une autre histoire concernait une patiente en soins palliatifs. Pour faire court, je passais devant sa chambre quand j'ai vu une très grande silhouette sombre, comme enveloppée d'une cape, penchée au-dessus de la patiente. J'ai dû regarder une seconde fois, mais à ce moment-là la silhouette avait disparu. J'ai été bouleversé pendant un jour ou deux. J'étais convaincu que c'était la dame de la mort venue vérifier qui serait la prochaine. Honnêtement, je pensais que la patiente allait mourir ce jour même, mais elle a finalement vécu encore quelques jours. Et désolé, mais j'en ai encore une dernière en bonus. C'était à l'époque où j'étais aide-soignante. Il y avait un patient qui passait tout son temps dans sa chambre, jusqu'au jour où il est décédé. Après sa mort, nous avons commencé à vivre des phénomènes paranormaux dignes des films. Par exemple, l'extérieur de la chambre se mettait soudainement à sentir fortement la fumée, sans raison. D'autres fois, la sonnette d'appel de cette chambre désormais vide s'allumait toute seule. Cela a duré plusieurs jours, je crois, jusqu'à ce que l'établissement fasse venir un prêtre pour purifier les lieux. Après cela, toute activité paranormale a cessé. Quand je travaillais comme aide-soignante dans une maison de retraite, j'ai vécu ma toute première expérience avec un résident mourant. C'était aussi la plus marquante. Je m'en souviens encore avec une précision troublante. Je me trouvais dans le couloir, juste devant la porte de sa chambre,
quand j'ai entendu ce qui ressemblait clairement à plusieurs personnes en train de parler à l'intérieur. Des voix basses, comme une conversation animée mais calme. J'ai immédiatement pensé que sa famille était venue lui rendre visite. Cela me semblait logique, surtout vu son état fragile. Par réflexe professionnel, j'ai frappé doucement à la porte avant d'entrer. Lorsque je suis entré dans la chambre, j'ai ressenti un choc instantané. Elle était complètement seule. Il n'y avait aucune chaise déplacée, aucun manteau, aucun signe de visite. La résidente était allongée dans son lit, en respiration agonique. Ses yeux étaient grands ouverts, fixés vers le plafond, sans cligner. Ses bras étaient tendus vers le haut, comme si elle essayait d'atteindre quelque chose que je ne pouvais pas voir. Son visage n'exprimait pas la douleur, mais une intensité étrange, presque une concentration profonde. Un frisson m'a traversé de la tête aux pieds. La pièce était soudainement silencieuse, trop silencieuse, comme si les voix que j'avais entendues s'étaient évanouies à l'instant même où j'étais entré. J'ai senti la peur m'envahir et, sans réfléchir, je suis sorti en courant de la chambre pour aller chercher l'infirmière responsable. Quand je lui ai expliqué la situation, elle est entrée calmement dans la chambre et a rapidement évalué l'état de la résidente. Elle m'a ensuite rappelé qu'elle était en DNR et qu'il n'y avait rien à faire d'autre que de l'accompagner dans ses derniers instants. Nous sommes restés près d'elle. Peu de temps après, sa respiration s'est arrêtée. À l'école d'infirmier en Italie, je devais effectuer des stages dans différents services hospitaliers. Lors de ma dernière année, j'ai été affecté à l'unité de soins intensifs post-opératoires, car nos derniers stages étaient centrés sur l'urgence et la réanimation. Pendant presque chaque garde de nuit, et même lors de certaines gardes de jour, je pouvais ressentir ce qui ne peut être décrit que comme une présence fantomatique, et je croyais parfois l'apercevoir dans un reflet sur la vitre d'une porte de l'unité. Après environ un mois, ou un mois et demi de stage, j'étais suffisamment en confiance avec mon infirmier formateur pour lui demander s'il savait quelque chose à propos de ce que je voyais, et je lui ai décrit la silhouette que je pensais avoir aperçue. Je n'étais absolument pas préparé à ce que le formateur, ainsi que les autres infirmiers de l'équipe, m'ont raconté ce jour-là. Lorsque l'hôpital a ouvert cette unité, 1 an avant mon arrivée, le tout premier patient admis était un jeune homme d'une trentaine d'années qui avait subi un polytraumatisme sévère, entraînant de graves lésions cérébrales et un coma irréversible. Il est décédé après environ 10 mois passés sous assistance des machines. Selon le personnel infirmier, il hantait l'unité, sans aucune intention malveillante, et de nombreux patients, en particulier ceux ayant vécu des expériences de mort imminente, disaient l'avoir vu. Je ne l'avais jamais rencontré de son vivant, je n'avais jamais vu de photos de lui et je n'avais jamais entendu parler de son histoire auparavant. La chose la plus inquiétante est que, durant mon stage, sa mère est venue à l'hôpital. On m'avait dit qu'elle faisait partie d'une congrégation étrange, extrêmement religieuse et proche d'une secte. Elle a demandé s'il lui était possible, à elle et au pasteur de cette congrégation, de visiter la chambre ou le lit où son fils avait vécu et était mort, car elle ressentait depuis chez elle, sans même être à l'hôpital, que son fils n'arrivait pas à passer dans l'au-delà et qu'il était coincé sur terre, plus précisément dans cette chambre ou cette unité. Quelques mois après sa visite, les apparitions et les sensations liées à lui ont soudainement cessé. D'autres événements étranges ou paranormaux ont continué à se produire dans cette unité, mais aucun que nous pouvions associer à lui. Plus tard, j'ai découvert que presque tous ceux qui travaillaient dans cette unité avaient vécu les mêmes expériences, à la fois avec ce fantôme présumé et avec d'autres entités. Quand j'avais une vingtaine d'années, je travaillais de nuit dans un établissement de soins résidentiels. Le travail de nuit avait toujours quelque chose d'étrange, surtout quand tout était silencieux et que le bâtiment semblait presque vide. Une nuit, assez tôt pendant mon service, un résident est décédé. Une fois les procédures habituelles effectuées et les personnes concernées prévenues, nous avons commencé à préparer ce qu'il fallait pour la suite. Cela incluait notamment la valise utilisée pour la toilette mortuaire. Pendant que ma collègue allait la chercher, je suis entré seul dans la chambre du résident décédé pour commencer à ranger. J'essuyais les surfaces, je remettais quelques objets à leur place, essayant de rester professionnel malgré le malaise que l'on ressent toujours dans ce genre de moment.
La pièce était calme, presque trop calme. Puis, sans le moindre avertissement, j'ai entendu un long gémissement grave, guttural, qui semblait venir de très près. Le son était profond, presque animal. La peur m'a saisi instantanément et je me suis retourné d'un coup, le cœur battant à tout rompre. Là, assis bien droit dans son lit, se trouvait le résident que je savais pourtant mort. Son corps était redressé, immobile, comme maintenu par une force invisible. Son visage n'exprimait rien de reconnaissable, mais sa bouche était entr'ouverte, comme si le son venait de lui. Pendant une fraction de seconde qui m'a paru interminable, je suis resté figé, incapable de comprendre ce que je voyais. Puis l'instinct a pris le dessus. Je n'ai pas cherché à réfléchir ni à vérifier quoi que ce soit. Je me suis retourné et j'ai fui la chambre, trébuchant presque sur mes propres pieds tant la panique était forte. J'ai quitté la pièce en catastrophe, le souffle court, persuadé que quelque chose de profondément anormal venait de se produire. Quand j'ai retrouvé ma collègue, j'étais incapable de parler correctement. La chambre a été vérifiée plus tard et le corps était de nouveau allongé, sans aucun signe de mouvement. Aucune explication rationnelle n'a jamais été donnée à ce que j'ai vécu cette nuit-là. Pas vraiment effrayant, mais quelque chose qui m'a fait croire au paranormal. Je travaillais comme aide supplémentaire dans une maison de retraite quand j'avais 21 ans. Je n'étais pas infirmier, mais j'étais là pour m'occuper davantage des personnes très dépendantes atteintes de démence et de celles en soins palliatifs, proches de la fin. Une personne, que nous appellerons Lisa, avait décidé qu'elle en avait fini avec cette vie et qu'elle accueillait la mort. Cela signifiait qu'elle avait arrêté de boire, de prendre ses médicaments, de manger, puis plus tard de communiquer, etc. Elle était en paix avec tout cela, très calme et parfaitement lucide. J'ai commencé à lui accorder une attention particulière. Je m'asseyais à côté d'elle et je lui lisais des livres pris au hasard sur son étagère, je m'assurais de la changer de position pour éviter les escarres, j'ajustais ses coussins exactement comme elle le voulait, selon son ordre bien précis, je lui parlais du temps qu'il ferait dans la journée, et ainsi de suite. Malheureusement, elle est décédée pendant l'un de mes jours de repos, donc je n'ai pas pu lui dire au revoir. Enfin, c'est ce que je pensais. Lors de la même nuit de travail, quand je suis revenu, alors que mon collègue et moi rangions la cuisine, notre alarme d'assistance s'est déclenchée en indiquant « Chambre 12 a besoin d'assistance ». J'ai regardé mon collègue, très surpris, et il m'a dit que c'était étrange mais qu'il allait aller vérifier au cas où quelqu'un se serait trompé de chambre. Il est revenu en disant que non, il n'y avait personne, tout était sombre et vide. Nous avons mis ça sur le compte d'une erreur et mon service s'est terminé. Le lendemain, cela s'est reproduit pendant que nous nettoyions la cuisine, mais cette fois j'étais avec une autre collègue. J'étais de nouveau confuse, mais elle est allée vérifier la chambre et n'a rien trouvé d'anormal. Environ 10 minutes plus tard, l'alarme de cette chambre s'est encore déclenchée et j'ai dit que ce n'était pas possible. Je suis donc allé au bureau pendant que ma collègue retournait vérifier la chambre, ouvrait le dossier de Lisa et examinait son bouton d'alarme. J'étais stupéfaite, mais j'ai retiré la pile du bouton, au cas où ce serait un dysfonctionnement étrange. Dès que ma collègue et moi sommes sortis du bureau, le message « Chambre 12 a besoin d'assistance » est apparu à nouveau sur mon alarme. Ma collègue a rigolé et a dit qu'elle pensait que Lisa voulait que j'aille dans sa chambre pour lui dire au revoir, et qu'elle devait vraiment m'apprécier. Je pensais qu'elle essayait d'être drôle dans cette situation bizarre, et j'ai répondu que non, Lisa n'était plus là. Quoi qu'il en soit, ma collègue m'a envoyé dans la chambre de Lisa. J'y suis entré dans le noir, car je n'ai même pas pensé à allumer la lumière. J'ai dit à voix haute que j'espérais vraiment qu'elle soit en paix, que j'avais apprécié sa compagnie et les livres que je lui avais lus, et que je me souviendrais d'elle toute ma vie. Je suis sorti de cette chambre et nous n'avons plus jamais eu de fausses alarmes provenant de cette chambre. Il y avait un résident, je crois qu'il s'appelait Jacques, qui est décédé. C'est une histoire étrange mais profondément positive, et je n'ai jamais réussi à la considérer comme une simple coïncidence. Le moment où il est parti, une chanson de Rascal Flatts passait à la radio. Sur le coup, cela ne m'a pas frappé tout de suite.
Puis le souvenir m'est revenu avec une clarté troublante. Cette même chanson avait déjà marqué un moment précis que j'avais vécu avec lui. Un matin, très tôt, vers 5 heures, je l'aidais à se lever et à s'habiller pour la journée. C'était avant l'arrivée de l'équipe du matin, qui prenait son service vers 6 heures. Jacques pouvait être combatif certains jours. Il résistait, se montrait agacé, parfois même en colère. Mais ce matin-là, la radio diffusait cette chanson de Rascal Flatts. Dès les premières notes, quelque chose avait changé chez lui. Il s'était calmé. Il s'était laissé faire sans protester. Il n'avait pas parlé, mais son attitude était différente, presque douce. Le moment avait été paisible, simple et étonnamment humain. Quand j'ai entendu cette même chanson jouer exactement au moment de sa mort, j'ai immédiatement repensé à ce matin-là. Ce n'était pas juste un souvenir. C'était comme un message. Jacques n'était pas quelqu'un qui exprimait facilement sa gratitude ou ses émotions. Il ne trouvait pas les mots, ou peut-être qu'il ne pouvait tout simplement pas les dire. Mais à cet instant, j'ai eu la certitude que c'était sa façon de me remercier. Depuis, je suis convaincu que la musique peut exprimer ce que les mots ne peuvent pas. Elle traverse les limites du corps, de la mémoire, et même de la mort. Cette chanson n'était pas là par hasard. Pour moi, c'était un signe clair qu'il savait que je m'étais occupé de lui avec bienveillance, même dans ces moments difficiles. Coïncidence peut-être. Mais comment expliquer que la même chanson joue précisément au moment où un résident, avec qui je partageais ce souvenir précis, passait d'une vie à une autre? Je ne crois pas vraiment au surnaturel, mais j'ai vécu quelques expériences étrangement drôles en travaillant de nuit dans un hôpital à Tulsa, dans l'Oklahoma. C'était un hôpital catholique, et un soir, la rumeur a circulé qu'un prêtre avait été appelé pour bénir tout un étage. Apparemment, de nombreux patients disaient voir un médecin qui n'existait pas se promener dans les couloirs la nuit. Il parlait aussi de bruits inexpliqués, de pas, de voix étouffées. Je ne sais pas exactement ce qui les avait poussés à en parler au personnel, mais c'était suffisamment sérieux pour inquiéter les aides-soignants et les infirmières au point de faire venir un prêtre. J'étais affecté à ce même étage, mais dans une zone isolée, loin des chambres d'hospitalisation. La journée, notre secteur servait de clinique externe. La nuit, il était complètement vide. Nous ne voyions personne errer dans les couloirs, aucun faux médecin en blouse blanche. Pourtant, une chose étrange se produisait régulièrement. Une sonnette d'appel s'allumait chaque nuit à 2 heures du matin. Toujours entre 2 heures et 2h10. Jamais en dehors de cette plage horaire. Nous avons fait venir quelqu'un pour la réparer. Après vérification, on nous a dit qu'il n'y avait aucun problème technique et que quelqu'un avait forcément appuyé dessus. Sauf qu'il n'y avait absolument personne. Une nuit, je suis allé chercher de l'eau à l'unité de soins. En passant devant une chambre, j'ai vu une femme assise sur le lit, immobile, le regard fixé droit devant elle. J'ai détourné les yeux une fraction de seconde, juste assez pour me demander pourquoi une patiente se trouvait là. Quand j'ai regardé à nouveau, la chambre était vide. Le lit était parfaitement fait, comme s'il n'avait jamais été utilisé. Une autre nuit, alors que j'étais dans la salle de pause, quelqu'un a essayé d'ouvrir la porte. La poignée a clairement bougé. Pensant qu'un collègue avait les mains pleines, je me suis levé et j'ai ouvert la porte immédiatement. Il n'y avait personne dans le couloir. Personne n'aurait pu disparaître aussi vite, surtout que je n'étais qu'à 2 pas de la porte. Après ces événements, nous avons commencé à en rire entre nous. Chacun avait sa petite histoire. Une ombre aperçue du coin de l'œil. Un chariot déplacé sans raison. Une porte qui se refermait toute seule. Rien de vraiment effrayant, juste assez étrange pour devenir un sujet de plaisanterie récurrent. Nous disions bonsoir aux fantômes en prenant notre service, et parfois même bonne nuit en partant. Je travaillais au laboratoire d'un hôpital. Mon service commençait à 4 heures du matin, ce qui signifiait que je traversais le bâtiment alors qu'il était presque entièrement vide. À 3h45, le hall principal ressemblait à une coquille creuse.
Les lumières étaient allumées, mais il n'y avait aucun bruit, aucun pas, aucune voix. Juste le bourdonnement lointain des systèmes de ventilation. En passant devant la cafétéria, j'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur par réflexe. C'est là que je l'ai vu. Une silhouette humaine se tenait immobile au milieu de la pièce, entièrement recouverte d'un drap blanc, exactement comme quelqu'un qui jouerait à faire peur en se déguisant en fantôme. Pendant une fraction de seconde, j'ai pensé que c'était une mauvaise blague ou un employé bizarrement vêtu. Mais quelque chose n'allait pas. En continuant d'avancer lentement, je n'ai pas détourné les yeux. Le tissu bougeait légèrement, comme s'il flottait. Et surtout, il n'y avait pas de pieds. Pas de chaussures. Rien sous le drap. Juste une forme humaine suspendue, libre, comme si elle ne touchait pas le sol. Mon esprit a refusé d'accepter ce que je voyais. Je me suis dit que c'était impossible, que la fatigue me jouait un tour. J'ai détourné le regard volontairement, presque avec colère, en me répétant que je n'étais pas en train de voir ça. Puis j'ai regardé à nouveau. Il n'y avait plus rien. La cafétéria était vide. Totalement vide. Aucun drap. Aucun mouvement. Aucun signe qu'il y avait quoi que ce soit ou qui que ce soit quelques secondes plus tôt. Mon corps s'est figé net. J'ai senti une vague glacée me traverser de la tête aux pieds. Mon cœur s'est emballé et mon instinct de survie a pris le contrôle. Je n'ai plus marché. J'ai couru. J'ai traversé le reste de l'hôpital à toute vitesse, sans jamais regarder derrière moi, avec la certitude écrasante que je devais quitter cet endroit le plus vite possible. À partir de ce jour, j'ai refusé de repasser par le hall principal à cette heure-là. J'ai demandé à mes collègues de m'ouvrir une porte latérale pour entrer directement au laboratoire. Je ne voulais plus jamais passer près de la cafétéria seul dans le noir. Même aujourd'hui, 10 ans plus tard, rien que d'y penser me donne des frissons. Quand je travaillais comme agent d'entretien à l'hôpital, j'étais affecté à une aile sécurisée en forme de triangle. Une pointe correspondait à l'entrée, une autre à la salle à manger, et la troisième à la salle commune. Depuis la salle à manger où je nettoyais, j'avais une vue dégagée sur presque toute l'aile, sauf le couloir situé à l'extrémité opposée. Ce soir-là, il n'y avait que 3 membres du personnel. 2 aides-soignantes faisaient les couchers des patients, et l'infirmière était partie en pause repas. Nous étions les seuls présentes dans toute l'aile. L'ambiance était calme, presque trop calme, avec seulement le bruit lointain des chariots et des portes qui se fermaient doucement. Soudain, une sonnette d'appel s'est déclenchée dans la chambre d'une patiente paralysée. Cette femme était toujours alitée. Elle était complètement désorientée, ne parlait jamais, et d'après ce que je savais, elle n'avait pas la capacité physique ni mentale d'actionner elle-même l'appel malade, encore moins de comprendre à quoi il servait. J'ai d'abord pensé que quelqu'un avait appuyé dessus par erreur, d'autant plus que la sonnette s'est arrêtée presque aussitôt. Quelques minutes plus tard, les 2 aides sont sorties d'une autre chambre. L'une d'elles a plaisanté en disant que c'était sûrement moi qui avais déclenché l'appel par mégarde en passant. Je leur ai répondu que ce n'était pas possible. Je n'étais même pas encore entré dans cette chambre et je me trouvais à l'autre bout de l'aile quand la sonnette s'était déclenchée. Elles se sont regardées, un peu gênées, puis ont haussé les épaules. Personne n'a vraiment insisté, mais le doute est resté. Plus tard dans la nuit, quand est venu le moment de nettoyer la chambre de cette patiente, je suis entré avec une certaine appréhension. Elle était allongée comme toujours, immobile, les yeux ouverts mais sans expression. Je faisais mon travail en silence quand, tout à coup, elle a parlé. C'était la seule fois que je l'ai entendue prononcer des mots. Sa voix était claire, étonnamment ferme. Elle a dit « Je vais voir maman ». Je me suis figé. Il n'y avait aucune confusion dans son regard à cet instant. Juste une étrange sérénité. Je n'ai pas su quoi répondre. Quelques secondes plus tard, elle est redevenue silencieuse, exactement comme avant, comme si rien ne s'était passé. Elle est décédée pendant la période où je travaillais dans cette aile. Pas ce jour-là, heureusement, car cela aurait été trop difficile à encaisser. Mais peu de temps après. Quand j'ai appris la nouvelle,
cette phrase m'est immédiatement revenue en tête. Je ne travaille pas dans le milieu médical, mais pendant mes études universitaires, j'habitais dans un dortoir qui avait autrefois été une maison de retraite. Le bâtiment avait été rénové, repeint, modernisé en surface, mais certaines parties semblaient avoir conservé quelque chose de l'ancien lieu. Le sous-sol en particulier n'avait jamais vraiment changé. C'est là que se trouvait la buanderie, une petite salle de sport et des espaces de rangement pour les vélos, les trottinettes et divers objets. Un large couloir traversait tout le sous-sol en son centre. Il était suffisamment large pour 2 brancards côte à côte et se terminait par d'immenses portes doubles qui donnaient directement à l'arrière du bâtiment. Il ne fallait pas beaucoup d'imagination pour comprendre à quoi servait autrefois cet endroit quand le bâtiment était encore un établissement de soins. Il m'arrivait souvent de descendre tard le soir pour faire ma lessive ou pour rentrer mon vélo. Dès que je posais le pied dans le sous-sol, quelque chose changeait. L'air semblait plus lourd, comme après une pluie intense, et en été, l'humidité était étouffante, presque suffocante, comme si on entrait dans une sorte de hammam oppressant. Ce n'était pas juste inconfortable physiquement. C'était pesant émotionnellement. Très souvent, je voyais des choses du coin de l'œil. Des formes sombres, des mouvements rapides qui disparaissaient aussitôt que je tournais la tête. J'avais toujours l'impression que quelque chose se déplaçait juste hors de mon champ de vision. Par moments, je ressentais des contacts légers mais distincts. Une tape sur le bras. Un tiraillement sur un vêtement. Une sensation comme si quelqu'un me frôlait volontairement. Il n'y avait jamais personne derrière moi. Le plus troublant, c'était l'effet émotionnel de cet endroit. Il m'est arrivé d'entrer au sous-sol après avoir passé une excellente journée, heureuse, légère, sans aucun souci. Et en quelques secondes, sans raison apparente, je me mettais à pleurer. Une tristesse écrasante me tombait dessus, incontrôlable. Je devenais une véritable épave émotionnelle sans comprendre pourquoi. Ce n'étaient pas mes pensées. Ce n'était pas un souvenir. C'était comme si l'endroit lui-même me submergeait d'émotions qui ne m'appartenaient pas. Certains soirs, je faisais tout pour ne pas y rester longtemps. Je chronométrais presque le temps que prenait ma lessive. Je gardais toujours les écouteurs dans les oreilles, même sans musique, juste pour me donner l'illusion d'une barrière. Mais cela n'empêchait pas cette sensation d'être observé, accompagné, suivi dans les couloirs. Quand j'ai enfin pu quitter ce bâtiment lors de ma 2e année, j'ai ressenti un immense soulagement. Je n'ai jamais regretté ce dortoir. Avec le recul, je suis convaincu que certaines traces ne disparaissent pas, même quand les murs sont repeints et que les lieux changent de fonction. Je travaillais dans l'ancienne aile de maternité d'un hôpital construit en 1913. À l'origine, le bâtiment avait été un sanatorium pour les malades de la tuberculose. Les équipes avec qui nous partagions les bureaux, surtout celles de nuit, racontaient parfois des histoires étranges. Je les écoutais poliment sans vraiment y prêter attention, parce que je n'avais jamais rien vu ni rien entendu moi-même. J'arrivais toujours tôt le matin, entre 6h30 et 7h. À ce moment-là, l'équipe de nuit terminait son service et l'équipe du matin était déjà réunie au fond du couloir, porte fermée, pour la réunion quotidienne. Les couloirs étaient calmes, presque figés, avec cette lumière pâle qui n'appartient ni à la nuit ni au jour. Un matin, je suis entré comme d'habitude et j'ai commencé à poser mes affaires. En levant les yeux, j'ai cru voir une collègue se retourner brusquement et disparaître derrière la porte de notre bureau, comme si elle était pressée ou dérangée par quelque chose. J'ai appelé son prénom, pensant qu'elle avait besoin d'aide ou qu'elle était contrariée. Personne n'a répondu. Le bureau était vide. Sur le moment, je me suis dit que je m'étais trompé, que la fatigue m'avait joué un tour. J'ai continué ma routine, mais une sensation étrange persistait, comme si j'avais interrompu quelque chose sans le vouloir. Plus tard dans la matinée, quand ma collègue est revenue, je lui ai demandé si tout allait bien. Je lui ai dit que je l'avais vue partir précipitamment un peu plus tôt au lieu d'entrer dans le bureau. Elle m'a regardé, surprise, et m'a répondu qu'elle n'était jamais passée par là. Elle m'a expliqué qu'elle était restée dehors,
assise dans son camion, en train de fumer avant de commencer sa journée. Nous avons vérifié ensemble les horaires, les allées et venues. Rien ne correspondait à ce que j'avais vu. La description que je lui ai faite lui ressemblait pourtant parfaitement, jusqu'à sa démarche et la façon dont elle tournait la tête. Après cet épisode, j'ai commencé à faire plus attention. Sans jamais rien voir de clairement surnaturel, j'ai remarqué que certaines portes semblaient bouger légèrement quand personne ne passait. Que des reflets apparaissaient parfois dans les vitres des bureaux vides. Rien de menaçant. Rien de vraiment effrayant. Je travaille dans le domaine funéraire comme technicien de récupération. Concrètement, je me déplace pour prendre en charge les personnes décédées. Un soir, je travaillais seul et je suis allé chercher un corps dans une maison de retraite. Rien d'inhabituel jusque-là. La personne décédée avait une colocataire qui était toujours en vie et qui dormait au moment de mon arrivée. J'ai effectué le transfert habituel du lit vers le brancard. La chambre était très étroite, alors je me suis glissé entre le lit et le brancard pour attacher correctement la personne. À ce moment précis, j'ai senti quelque chose tomber lourdement sur le lit, comme un objet ou une main. Surprise, je me suis retourné en pensant que la colocataire s'était réveillée et avait bougé. Ce n'était pas le cas. Un rideau fin séparait les deux lits et il était parfaitement immobile. Aucun mouvement, aucun bruit, rien qui aurait pu expliquer ce contact soudain. Mal à l'aise, j'ai terminé rapidement et je suis sorti vers mon véhicule avec le brancard. Une fois assise au volant, je rédigeais mes notes quand j'ai aperçu, du coin de l'œil, une silhouette sombre apparaître brièvement derrière mon siège avant de disparaître aussitôt. J'ai ressenti une montée d'adrénaline mais j'ai choisi d'ignorer ce que j'avais vu et de me concentrer sur la route. À mon arrivée au funérarium, j'ai poursuivi la procédure habituelle. J'ai installé la personne sur l'élévateur et je notais son apparence physique avant de la placer en chambre froide. Pendant cette étape, j'ai eu la sensation très nette que quelqu'un s'approchait de moi. J'avais l'impression d'être observé, au point de me retourner plusieurs fois sans voir personne. Les bruits du bâtiment semblaient plus présents que d'habitude, comme si des pas résonnaient dans des couloirs pourtant vides. Avant de partir, j'ai ressenti le besoin de dire quelque chose à voix haute. J'ai clairement énoncé que rien ni personne n'était autorisé à me suivre, que je refusais toute attache et que tout devait rester ici. J'ai ensuite secoué tout mon corps, comme pour me débarrasser d'un poids invisible, puis je suis parti. Sur le moment, je me suis trouvé un peu ridicule et je n'en ai parlé à aucun collègue. Quelques jours plus tard, 2 collègues différents sont venus me voir à des moments séparés. Chacun m'a décrit un malaise étrange dans le bâtiment. Ils parlaient d'une sensation d'être observé, de pas entendu au loin, de frissons soudains sans raison apparente. Aucun d'eux n'avait jamais ressenti cela auparavant. J'ai commencé à faire le lien mais je suis restée silencieuse. Ma mère n'était pas soignante, mais elle était responsable du personnel de nettoyage dans un hôpital. Elle travaillait exclusivement de nuit. Avec le temps, elle m'a raconté plusieurs histoires qu'elle n'expliquait toujours pas vraiment, même des années plus tard. Il lui arrivait souvent d'être seule dans l'ascenseur. Les portes étaient sur le point de se fermer, puis elles se rouvraient brusquement. Encore et encore. Il n'y avait personne à l'extérieur, aucun appel d'étage, aucun bruit de pas. Au début, elle pensait à un dysfonctionnement. Puis elle a remarqué que cela arrivait surtout tard dans la nuit, quand les couloirs étaient vides. Un soir, pressée par son travail, elle a simplement dit à voix haute qu'elle avait des tâches à faire et qu'il fallait arrêter. Les portes se sont fermées immédiatement. Après ça, elle a pris l'habitude de parler à l'ascenseur quand cela se produisait, et ça fonctionnait presque toujours. Elle était aussi chargée de nettoyer un service de consultations externes qui avait autrefois été une unité d'oncologie pédiatrique. Dès qu'elle entrait dans ce service, elle éteignait systématiquement tous les jouets dans la salle d'attente. Les peluches musicales, les petites voitures lumineuses, tout. Ensuite, elle commençait son travail au fond du couloir et revenait vers l'entrée. Elle nettoyait chaque pièce une par une, éteignait la lumière en sortant, et avançait ainsi jusqu'à la sortie. Pendant qu'elle travaillait,
elle entendait régulièrement des jouets s'activer dans la salle d'attente. Des musiques faibles, des rires mécaniques, parfois juste un bip ou une lumière qui s'allumait. Elle n'allait jamais vérifier tout de suite. Elle disait que si elle le faisait, elle ne finirait jamais sa tournée. Alors elle continuait, en essayant de ne pas y penser. Chaque nuit, arrivée presque au bout du couloir, elle levait les yeux et voyait des lumières allumées dans des pièces qu'elle savait avoir éteintes. Toujours les mêmes chambres. Toujours après le passage des jouets. Elle retournait vérifier, éteignait les lumières à nouveau, et finissait son service. Elle n'a jamais parlé de présence menaçante. Elle disait seulement que le service ne voulait pas rester silencieux. Que quelque chose refusait d'être plongé dans le noir trop longtemps. Avec le temps, elle a commencé à dire bonne nuit en quittant le service. Les jouets se faisaient alors plus discrets, et certaines nuits, aucune lumière ne se rallumait derrière elle. Elle n'a jamais su si c'était son imagination, la fatigue des nuits répétées, ou autre chose. Mais elle a toujours dit que cet endroit n'était pas vide, même quand il l'était officiellement. Je suis infirmier anesthésiste de vol et une nuit, j'ai dû transporter un patient vers un centre spécialisé pour les grands brûlés. Le pilote s'occupait du vol pendant que je prenais en charge le patient à l'arrière. Tout se déroulait normalement, je surveillais ses constantes, j'ajustais les perfusions et je lui parlais pour le maintenir conscient malgré la douleur. À un moment, il m'a fixé avec insistance puis m'a dit d'une voix tremblante qu'il voyait une masse noire juste derrière moi. Je me suis retourné immédiatement, persuadé qu'il délirait ou qu'il confondait quelque chose avec l'éclairage de la cabine. Il n'y avait absolument rien. Pourtant, lui était en panique totale. Il transpirait davantage, son rythme cardiaque s'est emballé et il refusait de détourner le regard de l'endroit où il disait voir cette chose. J'ai mis ça sur le compte de la morphine et du stress extrême, même si quelque chose dans son regard me mettait profondément mal à l'aise. Durant le vol, j'ai essayé de le calmer, mais plus nous approchions de notre destination, plus il semblait terrifié. Il murmurait parfois comme s'il parlait à quelqu'un d'autre. À chaque fois que je lui demandais ce qu'il voyait, il se contentait de dire que ça se rapprochait. Malgré tout, j'ai continué à faire mon travail, en me concentrant uniquement sur le fait de le maintenir en vie jusqu'au centre des brûlés. Plus tard, j'ai appris la raison réelle de ses blessures et ce qu'il faisait dans la vie. Lui et sa femme étaient impliqués dans un réseau de trafic sexuel et ils exploitaient leur propre fille de 3 ans. Cette information m'a frappé comme un coup de poing. Tout ce que j'avais ressenti dans l'hélicoptère a soudain pris un autre sens. Le malaise constant, son regard fuyant, cette peur presque animale. Rien ne semblait accidentel. Je sais que cela peut paraître cruel, mais à cet instant, une partie de moi a espéré que ce qu'il voyait était réel. J'ai continué à faire mon devoir jusqu'au bout, parce que c'est mon rôle, mais c'est l'un des rares patients pour lesquels j'ai espéré que la justice le rattraperait d'une façon ou d'une autre. Ce qu'il avait fait à son enfant était tout simplement immonde. Aujourd'hui encore, je fais des cauchemars. Dans certains, je suis de retour dans l'hélicoptère et je sens une présence derrière moi sans jamais me retourner. Dans d'autres, je revois son visage déformé par la peur, comme s'il savait que quelque chose venait le chercher. Cette masse noire, réelle ou non, n'était pas là pour moi. J'en suis convaincu. Je n'ai jamais ressenti la moindre compassion pour lui, seulement un profond dégoût et un frisson qui me parcourt encore l'échine quand j'y repense. Il me donnait la chair de poule bien avant que je sache la vérité, comme si quelque chose en lui était déjà brisé depuis longtemps. Infirmière en soins intensifs pédiatriques. Avant même que je commence à travailler dans mon service actuel, une enfant était morte à cause d'un syndrome de Munchausen par procuration. Sa mère la rendait malade pour attirer l'attention. Après sa mort, quelque chose chez elle semblait refuser de quitter l'unité. Tout le monde connaissait l'histoire de la petite fille au manteau bleu. C'était presque une légende du service, même si personnellement je ne l'avais jamais vue. Les anciens en parlaient à voix basse pendant les gardes de nuit. Ils disaient qu'elle apparaissait surtout quand le service était calme, entre 2 alarmes, quand les lumières étaient tamisées.
Certains racontaient avoir aperçu une silhouette près des ascenseurs. D'autres disaient sentir un courant d'air froid dans les chambres pourtant fermées. Rien de dangereux, juste une présence persistante, comme si elle observait. Une nuit, un adolescent m'a appelé dans sa chambre. Il avait l'air nerveux et me demandait si la chambre était hantée. Il m'a expliqué que sa poche de perfusion se mettait à osciller sans raison, alors qu'il n'y avait ni courant d'air ni passage. Puis il m'a dit qu'une nuit, il avait vu une fille en manteau bleu sous son lit. Il n'avait jamais entendu parler de la légende. Il l'a décrite avec une précision troublante. Après ça, les événements ont continué. Des jouets se déclenchaient seuls dans des chambres vides. Des moniteurs s'allumaient brièvement sans alarme réelle. Une fois, j'ai retrouvé une couverture soigneusement remontée sur un enfant qui dormait alors que ses parents étaient absents et que personne du personnel n'était entré. Les enfants semblaient parfois fixer un coin de la pièce et sourire, comme s'ils n'étaient pas seuls. Jamais rien de malveillant. Jamais de peur violente. Juste une atmosphère étrange, presque protectrice. Certains disaient qu'elle restait pour les enfants, surtout ceux qui avaient peur ou qui souffraient. Comme si, privée d'une vraie enfance, elle cherchait encore à en faire partie. Avec le temps, j'ai cessé de nier ce qui se passait. Une nuit particulièrement calme, je me suis surprise à murmurer que tout allait bien, que les enfants étaient en sécurité. Je ne sais pas à qui je parlais exactement. Mais le service est resté silencieux jusqu'au matin, et pour la première fois, j'ai eu l'impression que la petite fille au manteau bleu avait enfin été entendue. Je ne sais pas vraiment si le métier de médecin légiste entre dans la catégorie des soignants, mais j'utilise des connaissances médicales tous les jours dans mon travail. Au fil des années, j'ai vécu plusieurs situations troublantes, mais l'une d'elles reste gravée dans ma mémoire plus que toutes les autres. Ce jour-là, j'examinais le corps d'un homme décédé. La procédure était routinière. J'avais installé le corps sur la table d'examen, vérifié l'identité, noté la position générale et commencé à préparer l'examen de la tête. À ce moment précis, son regard était neutre, les yeux dans une position normale, rien d'inhabituel. J'ai détourné mon attention quelques secondes pour préparer mes instruments et ajuster l'éclairage. Quand je me suis rapproché pour commencer l'examen crânien, j'ai senti quelque chose d'étrange, cette impression désagréable d'être observé. En levant les yeux, j'ai vu que les globes oculaires de l'homme s'étaient relevés, comme s'il me regardait directement. Ce n'était pas un simple changement subtil. Ses yeux étaient clairement orientés vers moi, d'une manière impossible à ignorer. Je me suis figé un instant, essayant de comprendre ce que je voyais. J'ai vérifié les paupières, la position de la tête, en cherchant une explication logique comme un relâchement musculaire ou un mouvement post-mortem tardif. Rien ne justifiait ce changement. Il n'avait pas cette position quelques instants plus tôt et je n'avais pas touché sa tête entre-temps. Le silence de la salle d'autopsie est devenu soudainement pesant. J'ai ressenti un frisson intense me parcourir le dos, accompagné d'un malaise profond que je n'avais jamais connu auparavant dans mon travail. Malgré mon expérience, malgré toutes les choses que j'avais déjà vues, ce moment m'a déstabilisé comme aucun autre. J'ai terminé l'examen en restant extrêmement concentré, évitant de croiser à nouveau ce regard figé. Le reste de la procédure s'est déroulé sans incident, mais l'atmosphère ne s'est jamais vraiment apaisée. Même après avoir quitté la salle, cette sensation persistait, comme si quelque chose s'était brièvement manifesté puis avait disparu. Ce qui rend cette expérience encore plus dérangeante, c'est que cela ne s'est jamais reproduit. Avant ce jour et depuis, je n'ai jamais revu un phénomène similaire. Aucun autre corps n'a montré le moindre mouvement comparable. Cela reste un événement isolé, sans explication claire, et c'est précisément ce qui le rend si inquiétant. Quand je rentrais chez moi après avoir été d'astreinte pour les soins palliatifs toute la soirée, mon chien de cœur se mettait à aboyer et à grogner contre moi dans le hall d'entrée. Dès que j'arrivais au salon, il s'arrêtait net. Je n'y prêtais pas attention et je mettais ça sur le compte de la fatigue ou d'une odeur étrange ramenée de l'extérieur. Un jour, je suis allé à un salon corps-esprit avec une amie.
Je crois sincèrement qu'il existe quelque chose au-delà de ce plan d'existence. En revanche, j'ai toujours pensé que les voyants et les médiums étaient des charlatans. Pour moi, les morts avaient bien mieux à faire que de traîner parmi nous. Sans que je ne lui donne la moindre information, la communicatrice animale m'a dit que mon chien aboyait contre les esprits qui me suivaient jusqu'à la maison. J'étais totalement incapable de comprendre ce que j'entendais. Je n'avais rien dit ni sur mon travail ni sur le comportement de mon chien. Je lui ai demandé pourquoi ces esprits me suivaient. Elle m'a répondu que j'étais pleine de vie et que cela les attirait naturellement. Mon chien les voyait et cherchait à les repousser pour me protéger. Elle m'a expliqué que je devais leur dire clairement que mon chemin n'était pas le leur et qu'ils n'avaient pas à me suivre. Que je devais leur ordonner d'aller vers la lumière et vers ce qui les attendait. Que leur vie était terminée et qu'il était temps de quitter ce plan d'existence. J'ai trouvé tout cela ridicule. Pourtant, j'en avais assez de voir Midnight grogner contre moi chaque soir. Alors, la fois suivante où j'ai déclaré officiellement le décès d'une personne, je me suis arrêté quelques secondes de plus. À voix basse, j'ai dit que ce n'était plus leur place ici et qu'ils devaient partir. J'ai ressenti un étrange silence, comme si l'air autour de moi s'était allégé. Quand je suis rentré chez moi ce soir-là, Midnight a accouru vers la porte, prêt à aboyer comme d'habitude. Il s'est figé brusquement. Il m'a regardé longuement, puis a penché la tête. Il avait presque l'air déçu. Il est retourné se coucher sans un bruit. À partir de ce jour, il n'a plus jamais grogné ni aboyé contre moi. Avec le temps, j'ai remarqué autre chose. Les maisons où je travaillais semblaient plus calmes après mon départ. Les familles me disaient parfois qu'elles avaient mieux dormi cette nuit-là. Je ne sais toujours pas exactement ce qui se passe après la mort. Mais je sais une chose. Mon chien savait quelque chose que je refusais d'admettre, et quand j'ai enfin écouté, tout a changé. Je travaillais dans les bureaux administratifs d'un grand hôpital construit il y a environ 90 ans. C'était un bâtiment ancien, avec de longs couloirs et une aile assez isolée où nous étions affectés. En fin d'après-midi, quand la majorité du personnel avait quitté les lieux et que seul ma collègue et moi restions dans cette aile, nous entendions souvent des bruits étranges. Il s'agissait de tapotements secs, de cliquetis réguliers, comme si quelqu'un manipulait des objets invisibles. Ces sons n'avaient aucune explication évidente. Ce qui était encore plus troublant, c'est que personne d'autre ne semblait les remarquer. Dès qu'il y avait plus de monde, tout redevenait parfaitement normal. Avec le temps, nous avons commencé à remarquer que ces bruits apparaissaient surtout lorsque l'ambiance devenait calme, presque trop silencieuse. Ils semblaient répondre à nos conversations, survenant parfois juste après un rire ou une pause dans nos phrases. Nous avons vérifié les conduits, les murs, les équipements électriques, sans jamais trouver la moindre cause logique. L'événement le plus étrange que j'ai vécu s'est produit un jour alors que je travaillais seul dans le bureau. Un chariot rempli de dossiers, lourd et difficile à manœuvrer, se trouvait près du mur. Sans aucun bruit préalable, il a roulé sur environ 1 mètre, lentement mais clairement, comme s'il avait été poussé. Il n'y avait aucune pente, aucun courant d'air, et le sol était parfaitement plat. Ce qui m'a glacé, c'est que ce mouvement est survenu juste après une discussion que ma collègue et moi avions eue plus tôt au sujet d'une personne récemment décédée à l'hôpital. Sur le moment, j'ai ressenti un mélange de surprise et d'incrédulité, puis un calme étrange, comme si ce geste n'était pas hostile mais simplement une façon de se manifester. Une autre fois, ma collègue et moi parlions près de la photocopieuse. La machine était éteinte et aucune de nous ne la touchait. Soudain, elle s'est allumée d'elle-même, lançant son cycle de démarrage dans le silence du bureau. Nous nous sommes regardés sans dire un mot, conscientes que ce modèle n'avait aucune fonction automatique ni télécommande. Après quelques secondes, la machine s'est arrêtée comme si de rien n'était. Malgré tout cela, je n'ai jamais ressenti de présence malveillante. Il n'y avait ni peur viscérale, ni oppression, seulement une sensation constante de ne pas être totalement seul. Avec le temps, nous avons presque intégré cette présence à notre quotidien. Cela faisait partie de l'endroit, comme les murs anciens ou l'odeur particulière des archives. Nous avions même pris l'habitude, en fermant les portes le soir,
de dire doucement bonne nuit au fantôme. C'était devenu un rituel, à moitié sérieux, à moitié amusé. J'étais infirmière en soins palliatifs, travaillant dans des unités d'hospitalisation dédiées à la fin de vie. En moyenne, nous accompagnions environ 3 décès par service. La mort faisait partie du quotidien, tout comme l'accompagnement, la douceur et le silence. Au fil du temps, j'ai vécu de nombreuses expériences spirituelles, bien au-delà de ce que j'aurais pu imaginer au début de ma carrière. Il arrivait que des lits se mettent à trembler alors qu'il n'y avait absolument personne dans la chambre. Parfois, je voyais des présences apparaître brièvement et se déplacer calmement autour des patients, comme si elles connaissaient parfaitement les lieux. Ces manifestations n'étaient jamais agressives. Elles donnaient plutôt l'impression d'une transition, d'un passage discret entre 2 états. Une expérience en particulier m'a profondément marqué. Il s'agissait d'une femme en fin de vie, plongée dans le coma, sans visiteur. Elle avait besoin d'être repositionnée. Je suis entré dans la chambre, j'ai pris soin d'elle, je l'ai nettoyée, changée, j'ai remplacé les draps et administré ses médicaments. Elle n'avait qu'une seule jambe. L'autre avait été amputée des années auparavant, à la suite d'une ancienne chirurgie dont j'ignorais la cause exacte. Tout était parfaitement normal, aussi triste que cela puisse être dans ce contexte. Plus tard dans mon service, alors que je marchais dans le couloir, je suis passé devant sa chambre. J'ai jeté un regard rapide à l'intérieur et je l'ai vue assise au bord de son lit, droite, éveillée, souriante. Instinctivement, je lui ai rendu son sourire et j'ai continué mon chemin. Puis, après quelques pas, la réalité m'a frappé de plein fouet. Elle était dans le coma. Elle ne pouvait pas être assise. Et surtout, elle avait 2 jambes. Je me suis arrêté net et j'ai senti mon cœur s'emballer. Je suis revenu immédiatement dans la chambre. Elle était de nouveau allongée dans son lit, inconsciente, n'ayant plus qu'une seule jambe, respirant difficilement et clairement en train de s'éteindre. L'atmosphère de la pièce était différente, plus légère, presque paisible. J'ai compris à cet instant que ce que j'avais vu n'était pas son corps, mais elle. Son âme. Elle m'était apparue jeune, belle, lumineuse, entière, libérée de toute souffrance. À la fin de mon service, elle était toujours en vie, mais à peine. Je me souviens lui avoir parlé doucement, même si elle ne pouvait pas répondre. Avant de partir, j'ai transmis aux collègues de nuit ce que j'avais vu. Ils m'ont écouté avec sérieux, sans se moquer, car dans ce service, beaucoup avaient déjà vécu des choses qu'ils ne pouvaient expliquer. Quand je suis rentré chez moi, encore ému et épuisé, je traversais mon couloir quand je l'ai vue. Elle se tenait là, debout, rayonnante, souriante, exactement comme je l'avais vue plus tôt. Elle ne m'a pas parlé, mais son regard était empli de gratitude et de paix. Lentement, sa silhouette s'est estompée jusqu'à disparaître complètement. Troublé, j'ai immédiatement appelé mon lieu de travail. On m'a annoncé qu'elle venait tout juste de décéder, presque au même moment où je l'avais vue chez moi. À cet instant, j'ai su avec certitude que j'avais vu son âme avant et après sa mort. Elle n'était plus prisonnière de son corps. Elle était libre. Cette expérience ne m'a jamais quitté. Elle a changé ma manière de voir la mort, non pas comme une fin, mais comme une transformation. Parmi toutes les rencontres que j'ai faites en soins palliatifs, la sienne reste l'une des plus belles et des plus marquantes. Je m'occupais d'un homme atteint de démence. Avant la maladie, il avait été missionnaire. Lorsqu'il était jeune, il avait participé à la conversion forcée de populations autochtones au Canada au christianisme. Personnellement, je trouvais cela profondément problématique. Il avait pris part à l'effacement d'une culture entière, même s'il lui voyait cela comme une mission sacrée. Avant mon premier jour auprès de lui, les autres aides-soignants m'avaient prévenu. Il m'avait dit qu'il voyait souvent des esprits à l'extérieur de la maison et que cela le terrorisait. Mon rôle, selon eux, serait de le rassurer, de le calmer et de rester près de lui jusqu'à ce que sa peur passe. Dès mon premier et unique jour de travail avec lui, la situation s'est produite. Il regardait fixement par la fenêtre et s'est mis à trembler.
Il m'a dit qu'ils étaient là, qu'ils l'observaient depuis dehors. J'ai ressenti un vrai malaise. L'atmosphère dans la pièce est devenue lourde et j'ai eu l'impression très nette que quelque chose m'échappait complètement. Il m'a alors demandé de m'asseoir près de lui. Il voulait que je prie avec lui. Il m'a posé des questions très précises sur ma foi, puis il m'a demandé si j'avais Jésus dans mon cœur. À ce moment précis, quelque chose s'est enclenché dans mon esprit. J'ai compris d'un coup. Ce n'était pas seulement de la peur liée à la démence. C'était un schéma. C'était exactement ainsi qu'il avait procédé autrefois. Il parlait d'esprits invisibles que lui seul voyait. Il utilisait la peur pour pousser les autres à chercher une protection spirituelle. Il se présentait ensuite comme celui qui détenait la solution. La prière. La conversion. Le salut. Il n'était pas seulement en train de revivre son passé. Il le rejouait. Avec moi. Avec chaque soignant qui passait par cette maison. Même diminué par la maladie, ce réflexe était toujours là. Instinctif. Profondément ancré. Je n'ai pas prié avec lui. Je suis resté calme, j'ai changé de sujet, je l'ai raccompagné loin de la fenêtre. Mais intérieurement, j'étais bouleversé. J'avais l'impression d'avoir été prise au piège d'un mécanisme ancien, rodé, utilisé autrefois contre des peuples entiers. En quittant la maison ce jour-là, j'ai su que je ne reviendrais pas. Ce n'était pas seulement la peur des esprits qu'il voyait. C'était la réalisation que même dans la confusion de la démence, certaines formes de manipulation survivent. Ce jour a été le premier et le dernier où je me suis occupé de lui. Je travaillais dans une unité privée d'aide à la vie pour personnes atteintes de démence. J'adorais ce travail. J'aimais provoquer des sourires, entrer dans leurs discussions décousues, rebondir sur les sujets les plus improbables. Ils me faisaient rire autant que je les faisais sourire. Même si je savais que la plupart des résidents ne se souvenaient pas de moi d'un jour à l'autre, leur joie du moment présent était sincère et précieuse. Il y avait toutefois une petite dame qui semblait me reconnaître, ou du moins me ressentir. Elle s'appelait Annie. C'était une vraie boule d'énergie, une femme au caractère bien trempé malgré la maladie. Elle avait ses préférences bien arrêtées et refusait catégoriquement certains soignants. Si je n'étais pas officiellement prévu pour la distribution des médicaments, on faisait quand même appel à moi pour elle, parce que j'étais l'une des rares qu'elle acceptait sans protester. Je m'agenouillais toujours devant son fauteuil roulant pour être à sa hauteur. À chaque fois, ses yeux s'illuminaient dès qu'elle me voyait. Elle me lançait une remarque vive, parfois drôle, parfois totalement hors sujet, et nous échangions quelques mots comme deux vieilles amies. Ces moments faisaient partie de ceux qui rendaient mes journées supportables et même belles. Comme beaucoup de résidents, Annie n'avait presque plus de famille. Il était parfois question d'un neveu vivant loin, mais personne ne venait jamais. Les fêtes passaient sans visite, les anniversaires aussi. Nous étions devenus, sans vraiment le dire, sa famille du quotidien. Un soir, après un service du soir, on m'a dit qu'Annie était en train de partir. Sa respiration était irrégulière, son corps déjà fatigué. Je suis allé m'asseoir près de son lit et je lui ai pris la main. Je lui ai parlé doucement, même si je ne savais pas ce qu'elle comprenait encore. Je refusais qu'elle soit seule pour ce moment-là. Les heures ont passé dans un silence presque sacré, seulement interrompu par le bruit des machines et les pas lointains dans le couloir. À un moment, j'ai dû me résoudre à partir. Je lui ai dit combien je l'aimais, combien elle comptait pour moi, à quel point elle était spéciale. Je lui ai promis qu'elle ne serait jamais oubliée, même si le monde continuait sans elle. Puis je suis parti, le cœur lourd. Sur le chemin du retour, la radio était allumée machinalement. Et soudain, une chanson a commencé. Une chanson d'un de mes groupes préférés, que je n'avais jamais entendu passer à la radio auparavant. Elle s'appelait Sweet Annie. Dès les premières notes, j'ai éclaté en sanglots. J'ai pleuré, mais en souriant. J'ai remercié Annie à voix haute, convaincu que c'était sa façon de me dire qu'elle allait bien, qu'elle était arrivée quelque part en sécurité. Après son décès, j'ai assisté à 2 autres concerts de ce groupe. Et à chaque fois, ils ont joué cette chanson.
Chaque fois, j'ai été submergé par l'émotion. Je revoyais son sourire, son regard vif, nos conversations absurdes. Elle revenait à moi, non pas dans la tristesse, mais dans la gratitude. Cette histoire, je ne l'ai pas vécue moi-même, mais elle m'a été racontée dans la maison de soins où je travaille. Le jour où j'ai commencé là-bas, on m'a parlé d'une ancienne résidente qui avait occupé la chambre numéro 5 au rez-de-chaussée. Elle était décédée quelques années auparavant. Depuis, la chambre avait été réattribuée, comme toutes les autres, et une nouvelle dame était venue y vivre. Peu de temps après son installation, quelque chose d'étrange s'est produit. Lors de l'une de ses toutes premières nuits dans cette chambre, elle s'est réveillée et a aperçu une vieille femme aux cheveux blancs à l'extérieur de sa fenêtre. Elle se tenait là, immobile, simplement en train de la regarder. C'était en pleine nuit, dans un silence total. La scène n'a pas duré quelques secondes seulement. La nouvelle résidente a eu le temps d'observer cette femme, de se demander si elle voyait vraiment ce qu'elle croyait voir, avant que la silhouette ne disparaisse. Il est important de préciser que cette dame n'était pas atteinte de démence. Elle avait toute sa lucidité, ne souffrait pas d'hallucinations, ne prenait aucun traitement pouvant altérer sa perception et n'était absolument pas en fin de vie. Elle dormait habituellement très bien et n'avait jamais rapporté d'expérience similaire auparavant. Ce qui rendait la situation encore plus troublante, c'est que la fenêtre de sa chambre donnait sur une cour intérieure fermée, inaccessible de l'extérieur. Il était donc impossible qu'une personne se tienne réellement à cet endroit. Le lendemain, encore perturbée, elle en a parlé aux soignants. Elle a décrit la femme qu'elle avait vue avec beaucoup de précision. Une personne âgée, aux cheveux blancs, au visage calme, presque familier, qui ne disait rien mais observait attentivement. À mesure qu'elle parlait, les visages des aides-soignants ont changé. Ils ont reconnu immédiatement cette description. Elle correspondait parfaitement à la résidente qui occupait cette chambre avant elle. La même coupe de cheveux, la même stature, la même façon de se tenir droite malgré l'âge. Les soignants connaissaient bien cette femme décédée et n'avaient aucun doute. La ressemblance était trop précise pour être une coïncidence. L'histoire s'est rapidement répandue parmi le personnel. Le matin suivant, tout le monde en parlait, y compris moi. Même ceux qui étaient habituellement très rationnels ont admis que cela les mettait mal à l'aise. La chambre numéro 5 n'était plus tout à fait une chambre comme les autres. Certains soignants disaient ressentir une présence lorsqu'ils y entraient, d'autres évitaient d'y rester trop longtemps seuls la nuit. La nouvelle résidente, elle, n'a plus jamais revu la vieille dame à la fenêtre. Mais elle a confié plus tard qu'elle ne s'était jamais sentie complètement seule dans cette chambre. Pas effrayée, simplement observée. Comme si quelqu'un vérifiait qui avait pris sa place. Mon étage a fini par fusionner avec celui du dessus parce qu'il manquait cruellement de personnel. Cet étage accueillait principalement des patients en sevrage et dès le début, l'endroit avait une ambiance étrange. Même les soignants évitaient d'y rester seuls trop longtemps. Il y avait une chambre en particulier dont les patients parlaient souvent. Beaucoup disaient y voir des silhouettes sombres, immobiles ou qui se déplaçaient lentement le long des murs. Certains refusaient même d'y dormir et demandaient à changer de chambre. Un jour, environ 5 mois après la fusion, je devais monter récupérer du matériel à la station de soins. À ce moment-là, l'étage était officiellement fermé. Il n'y avait aucun patient et aucun collègue, seulement moi. Le silence était pesant et les lumières étaient tamisées comme si l'endroit n'avait jamais vraiment repris vie. Pendant que je fouillais dans les tiroirs de la station, j'ai entendu soudainement une alarme de lit se déclencher. Elle venait précisément de cette chambre dont tout le monde parlait. Mon cœur s'est mis à battre à toute vitesse. Je savais qu'il n'y avait personne censé être là. Sans réfléchir, j'ai attrapé ce dont j'avais besoin et j'ai couru hors de l'étage sans même jeter un regard vers la chambre. Je n'ai absolument pas tenté d'éteindre l'alarme. Je suis descendu immédiatement pour chercher quelqu'un afin de ne pas y retourner seul. Quand nous sommes finalement remontés ensemble, l'alarme avait cessé. La chambre était parfaitement calme, le lit intact, comme si rien ne s'était jamais passé. Personne n'a trouvé d'explication et depuis ce jour,
je n'y suis plus jamais retourné seul. Ma deuxième histoire se déroule dans mon travail actuel. Je travaille maintenant dans un service d'oncologie pédiatrique. Nous recevons aussi des enfants hospitalisés pour des raisons générales, sans lien avec le cancer. Ce soir-là, j'avais un petit garçon hospitalisé pour un problème banal. Il avait environ 6 ans. Sa mère a dû s'absenter pendant quelques heures pour faire une course, le laissant seul dans sa chambre. Pendant que je discutais avec une collègue près de sa porte, j'ai entendu l'enfant se mettre en colère. Il criait et semblait répondre à quelqu'un à l'intérieur de sa chambre. Je suis entré pour voir ce qui se passait et je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Il m'a répondu, très agacé, qu'un autre enfant dans la chambre essayait de lui prendre ses jouets. J'ai d'abord pensé à un ami imaginaire et j'ai tenté de le calmer. Mais plus le temps passait, plus il devenait énervé. Il pointait un coin de la pièce et élevait la voix comme s'il était réellement confronté à quelqu'un. Je lui ai alors demandé à quoi ressemblait cet autre enfant. Il a réfléchi un instant puis m'a dit qu'il ne savait pas trop, mais qu'il n'avait pas de cheveux et qu'il avait l'air très malade. Cette réponse m'a glacé. À son âge, il ne connaissait pas le cancer et encore moins les effets des traitements. Sentant l'atmosphère devenir oppressante, j'ai haussé la voix et j'ai dit fermement à cet enfant invisible de laisser mon patient tranquille. J'ai ensuite continué mon travail comme si de rien n'était, tout en restant près de la chambre. Le petit garçon s'est calmé presque immédiatement et n'a plus jamais reparlé de cet autre enfant pendant le reste de la nuit. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.